Le sergent-chef Evelyn Mercé avait été humilié devant 200 passagers, escorté hors de première classe comme un bagage ordinaire, renvoyé de force en classe économique, tandis que les officiers de la marine souriaient et chuchotaient à propos du personnel de soutien qui n'avait pas sa place au Real Rank. Mais lorsque les moteurs ont commencé à tomber en panne au-dessus de l'Atlantique, ces mêmes officiers sont devenus silencieux. Et lorsque le pilote des Seals a ouvert la porte du cockpit, ce n'était pas eux qu'ils cherchaient. C'était elle qu'ils cherchaient. Avant de vous montrer ce qui s'est passé à 9000 mètres d'altitude, assurez-vous d'être abonné et laissez un commentaire ci-dessous pour nous indiquer d'où vous regardez la scène. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le brouillard matinal d'Heathrow s'étalait sur le tarmac comme une fumée de cigarette dans un bar miteux. Épais, gris et hésitant à se dissiper. Le sergent-chef Evelyn Mercé traversait le terminal 3 avec une efficacité discrète. Un sac de sport vert olive en bandoulière, une posture droite mais sans prétention. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon réglementaire. Sa veste était plus fonctionnelle qu'élégante. Rien en elle n'attirait l'attention. C'était intentionnel. Son billet indiquait la rangée 29A en classe économique. Elle ne s'attendait à rien d'autre, mais lorsque l'agent d'embarquement scanna sa carte d'embarquement, la machine émit 2 bips et cracha une nouvelle carte. Surclassement gratuit, dit l'agent avec un sourire d'essai. Siège de première classe 3C. Evelyn cligna des yeux, sincèrement surprise. Merci, dit-elle simplement. La première classe sentait un autre cuir et une légère odeur d'agrumes. Elle s'installa en 3C, glissa son sac de voyage sous le repose-pied et sortit son livre de poche usé sur la Rome antique. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Mais de l'autre côté de l'allée, 2 hommes avaient remarqué son arrivée. Leur jugement était sans nuance. La fin de la trentaine, les épaules larges, les cheveux militaires juste assez longs pour suggérer qu'ils étaient en permission. Elle aperçut le reflet de tatouages d'encre, une bague de classe de l'Académie navale. Officier, sans aucun doute. Qu'est-ce qu'elle fout là-haut ? Murmura l'un d'eux, pas assez bas. Son compagnon renifla, la glace tintant dans son verre. Embauche pour la diversité, probablement. Un employé administratif ayant coché les bonnes cases s'imaginait qu'on la ferait passer avant des gens qui l'avaient vraiment mérité. Evelyn tourna une page sans lever les yeux. Elle avait déjà entendu ça dans les messos et les parcs automobiles, partout où les hommes se réunissaient pour discuter de qui avait sa place et de qui n'en avait pas. Mais le copilote n'avait pas terminé. Il se pencha vers une hôtesse de l'air qui passait. « Excusez-moi. Vous êtes sûr de la répartition des sièges ? Elle ne correspond pas exactement au profil de cette section. La première classe est généralement réservée aux clients payants, aux personnes ayant un vrai grade. » Evelyn sentit les regards se tourner vers elle depuis l'autre bout de la cabine. Un homme d'affaires ajusta sa cravate et détourna le regard. Le sourire de l'hôtesse de l'air vacilla, pris entre les protocoles de service et les uniformes devant elle. Elle s'accroupit près du siège d'Evelyn, la voix désolée. « Madame, je suis vraiment désolée, mais il semble y avoir eu une erreur dans votre attribution de siège. Je vous demande de retourner à votre place initiale. » Evelyn ferma son livre sans un bruit, marquant sa place d'une carte d'embarquement usée. Elle croisa le regard de l'hôtesse, n'y voyant aucune malice, juste un devoir inconfortable, et acquiesça d'un signe de tête, bien sûr. Elle se leva et s'engagea dans l'allée. Les officiers de la marine la regardèrent passer, un sourire satisfait aux lèvres. L'un murmura, « Certains ne font pas la différence entre le personnel de soutien et les véritables dirigeants. » L'autre ricana dans son verre. Donnez-leur un uniforme et ils se croient à leur place n'importe où. Les murmures se répandirent en première classe comme des vagues. Evelyn ne dit rien. Elle se dirigea vers la rangée 29, où les passagers en classe économique étaient serrés les uns contre les autres. Son siège initial était plus étroit, les compartiments supérieurs pleins à craquer. Elle cala son sac de voyage sous le siège et s'installa confortablement. Autour d'elle, les autres passagers évitaient le contact visuel. Ils l'avaient vue raccompagnée, avaient entendu suffisamment de conversations chuchotées pour reconstituer une histoire familière. Evelyn croisa les mains sur ses genoux et fixa le regard par le hublot. Son visage ne trahissait rien, mais quelque chose s'était installé dans sa poitrine comme une pierre. Elle avait déjà enduré l'humiliation, l'avait porté comme un équipement supplémentaire pendant des années passées à faire ses preuves dans des espaces qui n'avaient pas été conçus pour elle. Alors que l'avion s'éloignait de la porte d'embarquement, ce poids pesait sur elle. Le mal persistait derrière elle comme une turbulence, invisible mais impossible à ignorer. L'avion grimpait à travers les nuages, les moteurs s'installant dans le vrombissement régulier qui les transporterait au-delà de l'Atlantique. De son siège côté hublot,
Evelyn regardait la campagne anglaise rétrécir jusqu'à ressembler à un train miniature pour enfants. Autour d'elle, la cabine s'était installée au rythme des longs courriers. Les hôtesses déplaçaient des chariots de boissons dans les allées. Les ordinateurs portables s'allumaient vers les liseuses. Les conversations se réduisaient à des murmures. Le processus universel d'inconnus apprenant à coexister dans un tube métallique pendant 8 heures. Personne ne la regardait dans les yeux. Les passagers à proximité avaient assisté à sa marche de la honte, entendu suffisamment de commentaires pour construire leur propre version des événements. Dans une cabine bavarde, Evelyn Mercé était devenue pratiquement invisible. L'invisibilité ne la dérangeait pas. Pendant des années, elle avait travaillé dans l'ombre, à côté des cockpits, plutôt qu'à l'intérieur. Le mécanicien, personne ne le remarquait jusqu'à ce qu'un moteur hurle ou qu'un circuit hydraulique se mette à couler. Pourtant, l'humiliation lui restait en travers de la poitrine comme un aliment non digéré. Elle rouvrit son livre, mais son regard ne cessait de dériver vers l'avant de l'avion. Pendant l'embarquement, le commandant de bord était resté un instant dans l'embrasure de la porte de la cuisine. La plupart des passagers avaient acquiescé poliment et poursuivi leur chemin, mais l'œil exercé d'Evelyn avait capté des détails que d'autres avaient manqués. Les ailes de son uniforme étaient argentées, celles des pilotes réglementaires, mais juste au-dessus, une petite épingle brillait d'or, un trident orné d'un sceau. Elle n'en avait vu que quelques-unes au cours de sa carrière, toujours sur des gens dont la réputation allait plus loin que leur nom. De l'avant, des rires s'échappèrent comme de la fumée. Les 2 officiers de la marine en étaient à leur 2e round, leur voix couvrant aisément le bruit blanc. « Le problème avec l'armée moderne, » disait l'un d'eux en agitant son verre. « Il y a trop de soldats de papier. Des armées entières en sont pleines maintenant. Employés de bureau, mécaniciens, personnel de soutien. Aucun d'eux n'a sa place dans le vrai combat. » Son compagnon hocha sagement la tête. Parier que celui qui était en classe économique ne saurait même pas démonter un fusil. Il appellera probablement l'assistance routière quand sa voiture refuse de démarrer. Des rires dispersés parcoururent les sièges voisins. Evelyn fixait les nuages qui se formaient à l'horizon. Son visage restait inchangé. Elle avait appris que certaines conversations ne valaient pas la peine d'être suivies, surtout lorsque les interlocuteurs avaient déjà décidé de ce qu'ils savaient de vous. L'avion traversa des turbulences. Rien de grave, juste assez pour secouer la glace et faire tiquer les passagers. Evelyn le ressentit différemment. Pas comme des secousses aléatoires, mais comme une communication provenant de la machine elle-même. La légère hésitation dans le rythme du moteur gauche. La façon dont l'aile fléchissait pour absorber l'attention. Elle avait passé trop d'années à écouter les avions pour ne pas remarquer les signaux lorsqu'ils commençaient à parler. Et celui-ci commençait à murmurer des choses qui la captivaient, contrairement aux autres passagers. 1 heure après le décollage, l'altitude de croisière apportait un faux calme. Le voyant des ceintures de sécurité s'était éteint. Les lumières de la cabine s'étaient tamisées pendant le long trajet au-dessus de l'eau sombre. Les passagers somnolaient sous leur couverture. Les écrans clignotaient de films. Le personnel de bord se déplaçait avec un rythme régulier. Evelyn gardait les yeux fermés, mais ne dormait jamais vraiment en avion. Une vieille habitude, héritée de trop de transports militaires où dormir signifiait manquer le râle d'avertissement ou le changement de ton qui précédait une panne. Elle écouta avec plus que ses oreilles. Le premier signe fut l'odeur, une légère odeur âcre dans l'air recyclé, enfouie sous le café et les produits de nettoyage. Pour la plupart des passagers, ce n'était qu'une odeur d'avion. Pour Evelyn, c'était indéniable. Câblage surchauffé, isolation cuisant sous la tension électrique. Puis vint le bruit, une toux à peine perceptible dans le moteur gauche, masqué par un bourdonnement régulier. Mais elle avait passé des années à apprendre à distinguer les voix individuelles dans ce cœur, et l'une d'elles commençait à bégayer. Elle s'assit en avant, le regard fixé sur l'aile qui se rétrécissait. La flexion semblait normale. Le sillage des gaz d'échappement ne l'était pas. Une vibration subtile parcourut le fuselage, non pas une turbulence, mais une contrainte mécanique. Au-dessus de sa tête, des poubelles cliquetaient doucement. Un bébé se mit à pleurer 3 rangées plus loin. Puis les lumières clignotèrent, non pas une, mais 2 fois. Suffisamment longtemps pour que les gens lèvent les yeux des écrans de divertissement avec inquiétude, assez longtemps pour qu'Evelyn serre les accoudoirs. L'interphone grésilla, mais avant que le commandant de bord puisse parler, une fine fumée grise commença à s'échapper des grilles de ventilation au-dessus de la première classe. Juste de fines volutes, mais suffisamment pour transporter cette odeur électrique amère dans toute la cabine avant. Le changement fut immédiat. Les têtes se tournèrent brusquement vers le plafond. Les conversations s'éteignirent. Quelqu'un demanda « Est-ce de la fumée ?» d'une voix plus aiguë que d'habitude.
Des hôtesses de l'air apparurent avec des mouvements trop rapides pour être désinvoltes. « Veuillez rester calme et assis », annonça l'une d'elles, mais son sourire semblait peint. « Nous enquêtons sur un problème technique mineur. » Le pouls d'Evelyne ralentit au lieu de s'accélérer. L'entraînement au combat lui avait appris cette réaction. Quand tout le monde paniquait, on ralentissait, on faisait l'inventaire. Elle respira prudemment. De la fumée provenant des appareils électroniques, certes, mais pas de carburant brut, pas d'odeur de combustion, pas d'explosion, pas d'incendie en cabine, mais un élément électrique qui se consumait. Un épais volet traversa la cellule, suffisamment fort pour éclabousser les boissons et faire trembler les compartiments supérieurs. L'un d'eux s'ouvrit brusquement au-dessus de la rangée 15, renversant un sac d'ordinateur portable avant de se refermer brusquement. Les passagers eurent le souffle coupé. Quelqu'un cria et les pleurs du bébé se transformèrent en gémissements. En première classe, les officiers de la marine étaient debout. Plutôt, la confiance s'évanouissait. « Que diable se passe-t-il » demanda l'un d'eux en attrapant un agent de bord. « Pourquoi n'avons-nous pas fait demi-tour » Leur voix exprimait désormais une peur pure, dénuée de l'autorité dont elle faisait preuve en se moquant des passagers. La panique était la même pour tous, quel que soit leur grade. L'interphone s'ouvrit enfin avec la voix du commandant de bord. Calme, mais avec un ton qui obligea les voyageurs expérimentés à se redresser. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous rencontrons des difficultés techniques et nous effectuons notre checklist. Veuillez rester assis, ceintures attachées, le temps que nous résolvions ce problème. » Le message s'éteignit, laissant place à un silence plus lourd que la fumée. Des murmures commencèrent à se propager comme une infection. Panne moteur. Incendie électrique. On s'écrase. Evelyne resta parfaitement immobile, cataloguant tout ce que sa formation lui avait appris à remarquer. Le son irrégulier du moteur gauche, désormais clairement audible. Le léger retard de réponse de l'avion lorsqu'il s'adaptait au courant d'air. Le faible gémissement métallique qui témoignait de systèmes fonctionnant plus que prévu. Ce n'était pas une turbulence de routine ou un problème technique mineur. C'était une panne système en cascade, le genre de panne pour laquelle les équipages de vol d'urgence étaient entraînés mais qu'ils espéraient ne jamais rencontrer. Elle était déjà venue ici, à bord de différents avions au-dessus de différents continents, en Afghanistan, pour observer un Chinook rentrer péniblement à la maison sur un moteur hurlant à bord d'un Apache lorsqu'une surtension avait grillé la moitié de l'avionique en pleine mission. Les deux fois, la survie avait résulté du calme et de la rapidité des décisions de ceux qui comprenaient que les machines pouvaient être sauvées par une panne si l'on savait écouter. 10 minutes s'écoulèrent comme des heures. L'odeur électronique s'était propagée malgré une ventilation fonctionnant à plein régime. Les passagers étaient assis, figés. Tous les visages se tournaient vers le plafond dès que les lumières clignotaient, ce qui se faisait de plus en plus fréquemment. Le moteur gauche continuait son vrombissement irrégulier. Les hôtesses de l'air parcouraient les allées, porte-blocs et 4 sourires à la main, effectuant des contrôles de sécurité de routine qu'Evelyne identifiait comme une préparation aux procédures d'urgence, sécurisant les objets non fixés, identifiant les passagers nécessitant une assistance, positionnant le matériel de secours. Puis, un événement qu'Evelyne n'avait jamais vu sur un vol commercial se produisit. La porte du cockpit s'ouvrit. Le capitaine Marcus Kane entra dans la cabine et sa présence changea complètement l'atmosphère. Pas grand au point de dominer l'espace, mais avec une autorité maîtrisée qui donnait l'impression que les allées étroites s'élargissaient autour de lui. Cheveux gris coupés courts, visage buriné, uniforme serré malgré le stress. Son regard balayait la cabine. Un catalogue pointu et expérimenté de détails que la plupart auraient manqué. Les officiers de la marine bondirent comme des animaux affamés. Finalement, l'un d'eux aboya en titubant de son siège. Que diable se passe-t-il ? Ce vol est un désastre. Pourquoi ne nous avez-vous pas fait faire demi-tour ? Nous exigeons des réponses. L'autre se joignit à lui. Le capitaine Quint ne ralentit pas son pas. Il les regarda avec un regard professionnel et neutre qui réduisait les adultes à l'état d'enfants et les congédia d'un regard si définitif qu'il coupa court à leurs protestations. Puis son regard les parcourut, scrutant l'économie jusqu'à se fixer sur celui qu'il cherchait précisément, le sergent-chef Mercé. Evelyne releva brusquement la tête. Entendre son grade et son nom dans la bouche du capitaine fut comme un coup de foudre. Inattendu. Précis. Oui, monsieur, répondit-elle prudemment. Je suis technicien en maintenance de l'aviation de l'armée, plateforme à voilure fixe et tournante, configuration de combat et de transport. Sa voix ne demandait pas confirmation. Elle vérifiait des informations qu'il possédait déjà. Sa gorge s'assécha. C'est exact, monsieur. Comment avez-vous fait ?
La liste des passagers indique plus que les noms et les attributions de siège. Ces mots étaient secs. Urgent. En ce moment, j'ai un problème qui ne figure dans aucun manuel. Et j'ai besoin de quelqu'un d'expérimenté pour examiner les problèmes que mes instruments ne peuvent diagnostiquer. Le silence qui s'abattit sur les rangées environnantes fut absolu. Les passagers qui murmuraient des prières se retrouvèrent soudain à écouter une conversation. Et cela ressemblait à un plan pour le salut ou le désastre. Les officiers de la marine se levèrent brusquement de leur siège, l'indignation prenant le pas sur la panique. « Attendez, 1 minute. Elle n'est pas qualifiée pour... » Le capitaine Kane se tourna vers eux avec des mouvements secs à couper le verre. Le sergent-chef Mercer a plus d'expérience pratique des turbines que tout mon équipage réuni. Elle a réparé des pannes mécaniques en conditions de combat qui cloueraient cet avion au sol définitivement. Vous voulez contribuer à sauver ce vol? Asseyez-vous, taisez-vous et laissez-moi travailler avec quelqu'un qui sait faire la différence entre la théorie et la pratique. Les mots frappèrent la première classe avec une force physique. Les bouches restèrent ouvertes, les visages s'empourprèrent, mais aucun son ne sortit. Les hommes qui avaient passé le vol à se moquer de sa compétence se retrouvèrent maintenant rejetés par quelqu'un dont l'opinion comptait vraiment. Tous les regards se tournèrent vers Evelyne. Elle sentit le poids de leur attention. Le soudain changement de perception alors que les gens réévaluaient tout ce qu'ils pensaient savoir sur la femme silencieuse du siège 29A. Le capitaine Kane lui tendit la main. Sans cérémonie, juste direct. « Sergent-chef, j'ai besoin de vous dans mon cockpit immédiatement. » L'entraînement militaire la fit bouger avant que la pensée ne la rattrape. Elle déboucla sa ceinture, se leva de son siège exigu en classe économique et s'engagea dans l'allée. Des murmures la suivirent comme un sillage, certains incrédules, d'autres soulagés, d'autres encore honteux de ses suppositions. Elle passa devant les officiers de la marine, tous deux le visage rouge, fixant leurs chaussures, sans pouvoir la regarder dans les yeux. Pour la première fois depuis l'embarquement, ils n'avaient rien à dire. Le capitaine Kane la conduisit vers l'avant, au-delà du rideau séparant les passagers de l'équipage, vers la porte qui isolait le cockpit du reste du monde. Lorsqu'elle se referma derrière eux, les murmures de la cabine s'estompèrent, ne laissant que les machines et les alarmes attendant quelqu'un capable de comprendre ce qu'elle disait vraiment. À cet instant, Evelyne Mercer cessa d'être la passagère humiliée de la rangée 29A. Elle devint la seule chose debout entre 200 vies et l'océan Atlantique, 9000 mètres plus bas. Le cockpit était plus petit qu'on ne l'imaginait et plus bruyant qu'on ne l'imaginait. Les voyants d'alarme peignaient les tableaux de bord de rouge et d'ambre qui pulsaient comme des battements de cœur furieux, tandis que les alarmes rivalisaient d'attention sur des fréquences conçues pour déclencher une réaction immédiate. L'air était lourd de chaleur et de tension, teinté de cette odeur amère d'électronique poussée à bout. Le capitaine Kane se glissa en place gauche tandis que son premier officier, le lieutenant Harris, restait penché. Les écrans affichaient plus de problèmes que de solutions. La pression hydraulique fluctuait violemment. La température du moteur montait en flèche. Le système de pilotage automatique était complètement éteint. Le genre de panne en cascade qui transformait les vols de routine en documentaire sur les catastrophes aériennes. Le siège d'observation du sergent-chef Mercer dans le cockpit. Attachez bien votre ceinture. Evelyne se laissa tomber sur le petit strapontin derrière eux et tira le harnais à 4 points sur sa poitrine. L'espace était exigu, conçu pour les inspecteurs d'urgence plutôt que pour le confort. Mais elle avait passé des années à travailler dans des espaces encore plus exigus. La voix de Kane s'est fracassée à travers le chaos électronique. Nous avons perdu plusieurs systèmes redondants, simultanément. Le pilote automatique est hors service. Le moteur gauche tourne au ralenti. Le système hydraulique perd de la pression plus vite que nous ne pouvons compenser. Toutes les listes de contrôle que nous avons effectuées sont négatives. Les systèmes qui devraient fonctionner ne fonctionnent pas. Les systèmes de secours qui devraient s'enclencher ne fonctionnent pas. Harris se retourna brièvement, ruisselant de sueur malgré la climatisation. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est une passagère. Le protocole ne couvre pas ce à quoi nous sommes confrontés. » s'exclama Kane. « Pour l'instant, j'ai besoin de quelqu'un qui a vécu à l'intérieur de ces systèmes, pas seulement formé à leur utilisation. » Evelyne se pencha en avant, parcourant du regard l'ensemble des instruments avec l'approche systématique qu'elle avait développée au fil des années de dépannage sous pression. Elle ignora les alarmes et se concentra sur les schémas, les relations entre les systèmes défaillants, le timing des cascades d'alerte, les symptômes mécaniques que les ordinateurs ne pouvaient interpréter. « Votre capteur de température bâbord donne des valeurs erronées, » dit-elle après 30 secondes d'analyse. « Il indique une contrainte thermique inexistante. Si vous réduisez les gaz en vous basant sur ces données,
Vous épuiserez le moteur et le perdrez complètement. Harris cligna des yeux, jetant un coup d'œil d'un instrument à l'autre. La main de Quint se porta immédiatement sur les commandes des gaz, effectuant des ajustements minutieux qui adoucissaient le rythme irrégulier du moteur gauche. « Comment le savez-vous » demanda Quint. Le profil d'échappement visible à travers les hublots de la cabine ne correspond pas à la température. De plus, la fréquence des vibrations est incorrecte pour la contrainte thermique. Ce sont des interférences électriques qui alimentent des données erronées. Elle désigna un écran secondaire. Votre réseau de capteurs de secours fonctionne toujours. Comparez les relevés. Quint suivit ses instructions et le moteur se stabilisa immédiatement. Pas parfait, mais ne menaçant plus de s'arrêter complètement. Remarquable. Quoi d'autre? La formation d'Evelyn prit le dessus. Des années à diagnostiquer des problèmes mécaniques ou de mauvaises réponses entraînaient la mort lui avaient appris à considérer les avions comme des systèmes vivants plutôt que comme des assemblages de pièces. Une fuite hydraulique n'est pas là où votre système la croit, poursuivit-elle en scrutant les relevés de pression. Vous avez une vanne d'intercommunication bloquée partiellement ouverte, qui fait fuir la pression dans le mauvais circuit, et diagnostic confus. Commande manuelle, redirection par l'auxiliaire, et vous pourrez stabiliser le contrôle de la gouverne de direction suffisamment longtemps pour nous faire atterrir. Harris hésita, regardant Quint pour confirmation. Quint hocha immédiatement la tête. Allez-y. Les mains du copilote se déplacèrent sur les commandes, appliquant ses suggestions. La pression hydraulique se stabilisa, la réponse de la gouverne de direction s'adoucit, et pour la première fois en 20 minutes, l'avion semblait sous contrôle plutôt que d'être à peine contenu. Bon sang, murmura Harris. Comment avez-vous pu corriger cette configuration de panne sur un C-30 en conditions de combat? Evelyn dit simplement, vos appareils sont plus sophistiqués, mais les systèmes fondamentaux sont similaires. Le métal et la physique fonctionnent de la même manière, que vous survoliez l'Afghanistan ou l'Atlantique. Quint se tourna pour la regarder directement. Sergent-chef, vous ne quitterez pas ce cockpit avant que nous soyons au sol. Dégagez? Oui, monsieur. L'heure suivante se transforma en un rythme de crise et de correction. Evelyn identifia un déséquilibre du débit de carburant que l'ordinateur avait manqué, réétalonna un capteur de navigation à l'aide d'entrées manuelles lorsque l'électronique donnait des valeurs contradictoires, et fournit des commentaires continus sur les schémas de contraintes mécaniques qui leur permettaient d'anticiper les pannes avant qu'elles ne deviennent catastrophiques. Mais à travers tout cela, elle sentait l'avion lutter contre des problèmes plus importants que n'importe quelle panne de système individuel. C'était le genre d'urgence que les ingénieurs aérospatiaux concevaient des systèmes redondants pour éviter que plusieurs pannes critiques ne se produisent simultanément, créant des conditions qu'aucune procédure unique ne pouvait résoudre. La décision fut rapide et sans débat. La voix de Kane était d'acier lorsqu'il appela. Base aérienne de Keflavik, installation militaire islandaise, équipement de secours sur piste plus longue en attente. 90 minutes de vol avec un moteur en panne. Le système hydraulique était réparé par improvisation et des nuages d'orage se formaient comme des chaînes de montagnes sur leur passage. À travers les hublots du cockpit, des éclairs fendaient le ciel et des fourches déchiquetées peignaient les tableaux de bord d'un bref bleu électrique. Evelyn gardait les yeux rivés entre les jauges et la météo, demandant des ajustements en continu. Gérez les gaz, ne courez pas après les fluctuations. Alimentez le système hydraulique auxiliaire maintenant. 20% de marge avant que la vanne d'intercommunication ne tombe en panne. Des turbulences les frappèrent comme une agression physique, faisant tomber l'avion si violemment que tout le monde se cogna contre les sangles. Dans la cabine derrière eux, les compartiments supérieurs cliquetaient, les boissons se renversaient, et des cris de terreur authentiques s'élevaient au-dessus du bruit mécanique. « Maintenez son niveau !» cria Harris tandis que le manche de commande lui cognait les mains. La voix de Quint trancha le chaos comme une lame. « Doucement. Ne luttez pas contre la météo. Suivez-la. Mercé, parlez-moi. » Evelyn sentit l'avion tanguer sous eux. Les schémas de tension des lames et la façon dont la cellule réagissait à chaque rafale. C'était le même genre de vol qu'elle avait connu lors de transports militaires au-dessus de chaînes de montagnes où la météo pouvait tuer plus vite que le feu ennemi. Elle combat à gauche car le moteur ne délivre pas une puissance constante. Compensez 2 degrés à droite. Réduisez la pression pour assurer une alimentation croisée. N'essayez pas de forcer à travers les turbulences. Laissez-la fléchir. Elle est conçue pour ça. Quint suivit ses instructions, les mains légères sur les commandes, travaillant avec l'avion plutôt que contre lui. L'avion se stabilisa légèrement, toujours tangué, mais ne menaçant plus de se déchirer. À travers la tempête, ils aperçurent des bribes de la côte islandaise. Un paysage rocailleux et aride balayé par des vents capables d'arracher la peinture du métal.
Les lumières de la piste de Keflavík apparaissaient et disparaissaient derrière des rideaux de pluie, lointains, mais de plus en plus grands. Train d'atterrissage sorti, ordonna Quint. Le système hydraulique gémit en signe de protestation. Des voyants d'avertissement s'allumèrent sur le tableau de bord comme des décorations de Noël conçues par quelqu'un en proie à des cauchemars. Evelyn pressa la main pour activer la commande manuelle. Les systèmes ne réagissaient pas normalement. Il faudra atterrir par gravité, pas par pression hydraulique, mais par extension manuelle. Le train d'atterrissage se mit en place avec un bruit suggérant qu'il tenait à peine. 3 voyants verts confirmèrent le verrouillage, mais les indicateurs affichèrent des pressions qui coupèrent le souffle à tous les passagers du cockpit. Confirmé et verrouillé, annonça Harris d'une voix tendue. De l'autre côté des hublots, la piste se précipitait vers eux à travers des trombes d'eau qui rendaient la visibilité quasi nulle. Les feux d'approche clignotaient devant le pare-brise comme des traceurs, marquant leur trajectoire de descente vers un sol ferme qui semblait soudain très lointain. « Ça va être difficile !» cria Quint. À peine avait-il prononcé ces mots qui heurtèrent la piste. Impact. Le train d'atterrissage heurta le béton avec un bruit de tir d'artillerie. L'avion rebondit une fois, suffisamment fort pour soulever tout le monde contre les dispositifs de retenue, avant que les roues ne s'enfoncent et ne s'immobilisent. De la fumée s'échappa des freins tandis que Kane luttait pour maintenir l'avion droit. Le moteur hurlait en inversion de poussée. La cellule entière s'écroula avec la violence d'un crash contrôlé. L'avion ralentit progressivement, luttant contre son élan et les intempéries, jusqu'à s'immobiliser complètement au milieu de la piste détrempée. Pendant 10 secondes, aucun bruit ne retentit, hormis le tic-tac du métal refroidissant et le roulement de la pluie sur l'aluminium. Puis, comme libérée d'un sortilège, la cabine entière éclata d'applaudissements, de sanglots et de rires qui ressemblaient à de l'hystérie, mais qui donnaient l'impression d'une renaissance. Ils étaient vivants, tous. Le capitaine Quint tendit la main et coupa les moteurs, un geste délibéré et définitif. Dans le silence soudain, il se tourna vers Evelyn, la pluie ruisselant sur le pare-brise derrière lui comme des larmes. « Sergent-chef », dit-il d'une voix dont le poids était indéfinissable dans les manuels de vol. « Cet atterrissage est aussi inscrit dans votre carnet de vol. » Elle soutint son regard et hocha la tête. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Les équipes d'urgence affluèrent en quelques minutes, mais la crise était terminée. Restaient les conséquences. Les gens réalisant qu'ils étaient sains et saufs. Les formalités administratives et les enquêtes qui suivaient les atterrissages d'urgence, la machine bureaucratique qui transformait les décisions de vie ou de mort en rapports officiels. La tempête martelait encore la piste à l'extérieur, transformant le tarmac en un lac de lumière de secours réfléchi. Mais à l'intérieur, seul régnait le silence stupéfait de personnes cherchant à survivre. Lorsque la porte de la cabine s'ouvrit enfin, l'air froid islandais s'engouffra, porteur d'une odeur de pluie et de kérosène, et d'un parfum indéfinissable de sécurité. Evelyn émergea de l'avion dans un chaos de lumière clignotante et hurla des instructions, la pluie trempant sa veste en quelques secondes. Elle resta un instant près du train d'atterrissage, levant les yeux vers l'avion qui les avait transportés dans des conditions impossibles. L'Airbus paraissait plus petit au sol, marqué mais intact. Des marques de stress lavées par la pluie sur sa carrosserie en aluminium. Des dommages de guerre, pensa-t-elle. Le genre d'usure qui marquait les machines et les hommes testés au-delà des limites de leur conception et qui avaient survécu malgré tout. Sergent-chef. Elle se retourna et vit le capitaine Quint s'approcher sous la pluie, sa veste d'uniforme noircie par l'eau, mais sa posture conservant son autorité de commandement. Sans hésitation, à la vue des passagers qui se dirigent toujours vers le terminal, des secours qui organisent le chaos et des équipes au sol qui travaillent autour des trains d'atterrissage. Caïn se mit au garde-à-vous et salua sèchement et délibérément. Ce n'était ni une cérémonie ni un protocole. C'était une reconnaissance de la part d'un professionnel envers un autre. La reconnaissance d'une compétence démontrée sous pression qui avait sauvé des vies là où tout le reste avait échoué. Ce geste trahit le bruit et la confusion comme une fusée de détresse. Les membres de l'équipe au sol interrompirent leur travail. Les passagers qui attendaient au bas des escaliers se retournèrent pour observer. Les secouristes interrompirent leur travail. Evelyn rendit le salut avec la même précision. De l'eau ruisselait de ses cheveux. Des mouvements témoignant de 12 années d'entraînement militaire qu'il avait préparé à des moments exactement comme celui-ci. Non loin de là, les 2 officiers de la marine avaient atteint le bas des escaliers. Ils se tenaient à l'écart des autres passagers, tous 2 trempés et tremblants, observant un échange qui recadrait tout ce qu'ils pensaient comprendre de la compétence et de la valeur. L'un d'eux réussit à capter son regard lorsqu'elle baissa la main, le visage rouge de honte. Il fit un signe de tête raide et gêné qui aurait pu être une excuse s'il avait été capable de parler.
L'autre détourna simplement le regard, scrutant ses chaussures comme si elles contenaient les réponses à des questions qu'il ne voulait pas poser. Mais Evelyne ne s'y attarda pas. Les excuses et les remerciements de ceux qui avaient révélé leur caractère n'étaient pas nécessaires. La dignité avait le don de se reconstituer sans nécessiter la validation de ceux qui tentaient de la lui enlever. Elle prit son sac de voyage sur son épaule, l'eau ruisselant de ses parois en toile, et commença à marcher vers les lumières terminales qui promettaient chaleur, vêtements secs et ce genre de confort banal qui lui semblait miraculeux après 90 minutes passées à se demander si elle reverrait un jour des choses ordinaires. Derrière elle, l'avion reposait silencieusement sous la pluie, les lumières de secours clignotant encore sur ses ailes. Demain, les enquêteurs examineraient chaque système, documenteraient chaque panne, rédigeraient des rapports qui deviendraient des études de cas pour les programmes de maintenance aéronautique. Mais aucune de ces analyses ne rendrait compte de ce qui s'était réellement passé pendant ces minutes cruciales. Le moment où la connaissance théorique rencontrait l'expérience pratique. Où des années de travail avec des machines dans des conditions impossibles se sont traduites par la capacité à les maintenir en marche alors que toute logique indiquait qu'elles allaient tomber en panne. Elle avait ressenti le poids de l'humiliation lorsqu'elle avait été escortée hors de la première classe, le portant comme une pierre sous les plaisanteries d'officiers qui n'avaient jamais manié de clé à molette sur ses compétences. Mais ce poids avait disparu, il s'était dissous quelque part au-delà de l'Atlantique, entre crise et résolution. Car finalement, lorsque le métal avait crié, que l'électronique avait lâché et que 200 vies étaient en jeu, la question de savoir qui avait sa place dans ce cockpit n'avait plus été posée. Elle y avait gagné sa place comme elle avait gagné tout le reste, par sa simple volonté de connaître parfaitement son travail et de l'accomplir sans chercher la reconnaissance. Le terminal s'agrandissait sous la pluie et le vent, ses hublots luisant d'un jaune lumineux, promettant café chaud, air chaud et tous les petits conforts qui rendaient la survie digne d'être célébrée. Mais tandis qu'elle se dirigeait vers la sécurité, Evelyne ne pensait ni à la justification ni à la vengeance, ni à aucune des émotions que l'on attend de quelqu'un qui avait été publiquement renvoyé et dont l'importance avait été démontrée en privé. Elle pensait au bruit des moteurs lorsqu'ils avaient enfin répondu à ses réglages, à la façon dont le système hydraulique s'était adouci lorsqu'elle avait redirigé les alimentations en pression. Le moment où une machine mourante avait décidé de vivre un peu plus longtemps parce que quelqu'un avait su le lui demander correctement. Cette conversation entre mécaniciens et machines, menée dans le langage de la tension du métal, de la pression des fluides et du courant électrique. C'était là qu'elle avait sa place. Pas en première classe, ni en classe économique, ni dans aucune de ces catégories sociales où l'on décidait de qui comptait ou non. Sa place était là où les choses cassées avaient besoin d'être réparées et les systèmes défaillants qu'il fallait remettre en marche. Et parfois, lorsque les enjeux étaient suffisamment importants et les besoins suffisamment grands, c'est précisément là que des gens comme le capitaine Quint la cherchaient. Que auriez-vous fait si vous aviez vu quelqu'un traité ainsi à l'embarquement? Auriez-vous fait confiance au sergent-chef lorsque le pilote l'a appelé dans le cockpit? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous, et votre point de vue compte ici. Si cette histoire vous a rappelé que la véritable expertise ne porte pas toujours l'uniforme qu'on attend, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de la suite. Partagez ceci avec quelqu'un qui sait que la personne la plus discrète dans la pièce est peut-être celle dont tout le monde a le plus besoin. D'autres histoires de héros cachés vous attendent sur votre écran. Cliquez sur l'une d'elles et continuez sur votre lancée, car je reviendrai demain pour vous rappeler que le courage ne se révèle pas toujours. En attendant, rappelez-vous que parfois, la personne qu'on essaie de mettre en retrait est la seule à pouvoir rassembler tout le monde.